poésie aujourd'hui, d'où venons-nous, où allons-nous, que faisons-nous? La finalité de cette séance est de nous présenter à vous et virtuellement aux amateurs de poésie, d'une part, en tant que le nous collectif inventeur de la revue numéro par numéro, et d'autre part, chacun d'entre nous pour dire sa coopération imminente, ou en cours, au numéro en cours, disons, et son travail personnel, comme on dit. La première chose où je veux insister concerne le site. Ce n'est pas une amélioration de l'ancien site, mais une recréation, la mise à disposition du trésor d'archives de 40 ans de revues et la mise en ligne sous les rubriques ad hoc de tout ce que nous proposons et aux lecteurs intéressés d'ajouter à la revue. Poésie en papier, dont je commence par rappeler le dessin originel, littéraire, de traduction. Plus d'une langue, comme dit Barbara Cassin, qui met ça sur son épée d'académicien, elle m'a dit, d'académicienne, pardon. Plus d'une langue. De découverte d'écrivains, poètes récents ou primipares, de langue française. De philologie, au sens étymologique et étendu, amour de la philosophie, goût de ce qui se rangeait récemment encore sous la préoccupation théorique, recollection et republication de textes oubliés, compte tenu de la contenance, toujours réduite, d'une revue, même en numéro double, parfois double et demi, et compte tenu donc de l'espace d'accueil illimité d'un site dont je rappelle l'accès. .sie.fr. Voilà. Peut-être beaucoup d'entre vous, en tous les cas certains, je le sais, ont déjà commencé à considérer ce site qui est tout à fait beau. Quant au numéro de la revue, le prochain, 165-166, est accessible, m'a-t-on dit, sur le site et chez Kern, même s'il ne se trouve pas encore en librairie, ni d'ailleurs chez nous, enfin en papier. Bon, et même s'il s'appelle en principe octobre 2018, qui est un petit peu ancien, alors le suivant, 167, on va en parler tout à l'heure. Alors, si je commence l'exercice collectif de l'après-midi, impossible de le faire autrement qu'en étant toute ouïe ouverte à l'aujourd'hui, c'est-à-dire à la 4e semaine de l'an de disgrâce 2019. Alors, par quel biais? Celui d'un traitement combatif de deux informations parmi des milliers, je veux dire deux cas d'époque, comme on disait deux cas d'école, deux cas d'époque exemplaires. 1. L'infaillible détecteur de mensonges. L'information vient de tomber, je l'ai vu il y a 2-3 jours à la télé, avertissement mondial à tous les chacun, à nous tous un par un détectés. La technologie a mis au point l'ultime perfectionnement du détecteur. Fini le serment, vous n'aurez plus à jurer de dire la vérité. L'âge du détective est clos. Close l'histoire de la différence, de la véridicité, de la sincérité, de l'intériorité, de la différence entre le paraître et le secret. Le Gestell a simplifié Nietzsche. L'âme, c'est la transparence de tout le corporel au détecteur. Évidemment, ce n'est pas du Nietzsche. L'union cartésienne est définitivement tracée, retraçable. L'ère du suspect est close. L'ère du suspect est close. Fin du témoignage, fin de l'aveu, fin du jugement. Rêve de Rousseau ou sa fin? À chacun son mensonge détecté, sorti du langage de la langue. 2. Mauvaise nouvelle pour les gilets, guillemets. Nous sommes 10 milliards, titrait en première page Le Monde du 16 janvier 2019. Quoi alors du fameux détail? Vous vous rappelez Le Pen, l'extermination des Juifs d'Europe n'était qu'un détail de la Deuxième Guerre mondiale. Tout est devenu un détail, y compris le détail du détail lepénien. Pan-révisionnisme, votre histoire, ce massacre local, n'intéresse pas les 9 autres milliards. Plus de devoir de pensée remémorante. Voici, vous, les gilets comme on les appelle, qui vous focalisiez sur la fin de mois
MOI, entre parenthèses S, et non sur la fin du monde, vous n'aurez été qu'un infinitésimal détail dans une petite localité. Comment résister, résilier par la pensée contre le chaos conflictuel du communautarisme qui mondialise ce fait qu'il n'y a que des minorités et en guerre, on ne peut pas l'appeler guerre civile, non, en guerre inexpiable. Il n'y a qu'une vérité opposable. Toute minorité est la moitié du genre humain, comme les femmes ont fini par le faire reconnaître grâce au fou d'Elsa. Et chaque moitié, hors compute démographique, hors calcul quantitatif, est toute l'humanité, c'est-à-dire comme le tout de l'humanité. Je me suis mis à moi une petite note que mes amis comprendront. C'est un point où le en tant que als et le comme vie ne font plus qu'un. Et chaque moitié, je disais, et toute l'humanité, c'est-à-dire comme le tout de l'humanité. Nous sommes tous comme des juifs allemands, comme des ouïghours, des coptes, des enfants malades. Si les massacres sont fratricides, c'est le comme des frères adoptifs adoptables. Autrement dit, pas consanguins en ADN génotypique, c'est l'adoption qui exige, comme dirait Agamben dans un livre récent sur l'exigence, c'est l'adoption qui exige l'attention à une possibilité pensable de l'universel. Alors, pour accomplir pour ma part, en ce début d'ouverture de séance, le programme que j'ai indiqué, je dis un mot rapide sur ce que j'écris, prépare et achève comme auteur cette année. Plus d'un livre peut-être. L'un pour la librairie du XXIe siècle de Maurice Hollander, intitulé « Elle a ma préférence », sous-titré « Une poétique pour aujourd'hui ». Imaginé d'abord en dictionnaire amoureux, lexicalement donc, et maintenant ordonné en court chapitre thématique, axiomatiquement, si vous voulez, où je développe nombre de pages données dans notre revue ou sur le site et dans d'autres périodiques. Deuxième projet. L'autre, chez Hermann, 4e ou 5e dans cette édition amicale, intitulé « Volte-face », sous-titre, je n'ai pas encore trouvé. Un titre donné d'abord l'année dernière en volume hors commerce, fabriqué avec et par Henri. Et aujourd'hui, c'est-à-dire demain, dans le commerce, j'espère, le commerce, hein, en compagnie d'écrivains que j'accompagne et questionne pour aujourd'hui. Adieu Marivaux ou Pourquoi Claudel encore malgré tout et Attente et dévastation après Heidegger. Pourquoi volte-face ? Faire face et résilience en se retournant et risquant le renversement après la déconstruction, non pas au soir de l'écriture, comme disait il y a déjà quelques années Catherine Malabou, au soir de l'écriture, mais à l'aube de l'écho poète HIQ, pour laquelle je transporte et transpose Rimbaud. Oui, dans un poème très bref que je pourrais intituler « Reterrestration ». Elle est retrouvée. Quoi ? La Terre. C'est la mer allée avec le soleil, qu'on peut aussi prendre, on peut entendre comme un programme d'écologie politique, hein, éolienne, et panneaux solaires, etc. On peut le prendre de toute façon, on peut le prendre de différentes manières. Troisième point, et je suis près de la fin, peut-être un volume bref appelé « L'amitié avec Claude Lanzmann », où je rassemble, après un récit à caractère biographique avec beaucoup de péripéties, les 6 textes pour Claude Lanzmann des 2 années récentes, dans Critique, dans Poésie, et le dernier, qu'il ne lira pas, et qu'il eût peut-être aimé, avec son titre emprunté à Léon Bloy, Le salut par les Juifs. PS, je n'exclus pas, pour conclure à l'instant cette énumération prospective, on va dire, sur notre jaunisse nationale, de contribuer à la doléance générale en mairie et peut-être sur notre site avec des questions et des propositions. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va passer. On peut dire, qu'est-ce qui veut commencer ? Gisèle ? Non ? Moi, je vais être assez brève, peut-être. Ouais. Tiffaine, je sais pas. Voilà.
Il y a la parité parce que chaque femme a 3 hommes. Alors, Gisèle, d'accord, Gisèle? Je veux bien, mais je serai assez brève. Eh bien, soyez brève. Je serai brève. Ou soyez longue, si vous voulez. Voilà. Bien. Donc, pour ma part, grâce à une amie philosophe, Susanna Lindberg, qui travaille sur la question de la technique et qui est une philosophe finlandaise, mais qui parle remarquablement le français, l'anglais, le russe, l'allemand et d'autres langues, eh bien, Susanna a proposé pour la revue un dossier qui serait consacré à une poésie que pour ma part je ne connais pas, hein, j'avoue mon ignorance totale qui est aussi liée à l'ignorance de la langue. Susanna Lindberg nous propose un dossier consacré à de jeunes poètes finlandais qu'il s'agit donc de faire découvrir. Je me fais ici la passeuse de ce qu'elle m'a transmis comme information. Hein. Il y aurait... je m'exprime au conditionnel. Hein. Il y aurait 4 poètes dont je vous égrène les noms. Certains ont été traduits en français, mais pas tous. Alors évidemment, je prononce certainement pas comme il le faudrait. Hein. Je ne peux que prononcer phonétiquement. Eino Santanen, Tomi Kontio, Reta Pekkanen et Tuukka Pietarinen. Alors, me dit Susanna, dont je transmets la parole, Aino Santanen est né en 1975, hein, donc c'est quelqu'un qui a publié déjà 4 recueils, Écoute romance, Le cheval de mer tourne de son côté, Mur rouge, Monde technologique. Il a également présenté une anthologie de poésie finlandaise. Et il a écrit un certain nombre de poèmes. Alors vous me direz, le procédé n'est peut-être pas nouveau, mais manifestement, il lui donne une tournure nouvelle. Il a écrit un certain nombre de poèmes destinés à circuler sur des billets de banque. Hein, poèmes qui circulent sur des billets, c'est quelqu'un qui s'intéresse de près à la question de la valeur de l'art, à ce qui se passe quand un message poétique se trouve tout d'un coup transcrit sur l'objet d'échange par excellence, qu'est le billet en papier. Il a également produit des poèmes toujours sur des billets de banque qui s'autodétruisent grâce à une encre sympathique. Alors, j'imagine évidemment que les pages de poésie vont accueillir quelque chose de peut-être de moins fantaisiste, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille de façon critique par rapport à aujourd'hui. Deuxième poète, c'est Tomi Kontio, né en 1966, qui a été traduit dans beaucoup de langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le polonais, le suédois, le hongrois, l'estonien. Et juste une petite chose, il y a un recueil de ce poète qui a été traduit il n'y a pas très très longtemps et qui s'intitule, dans la traduction française que l'on doit à Gabriel Rebourset aux éditions Fédérope. Ce recueil s'appelle « Sans nom, tu serais lumière ». Je vous lis juste quelques extraits parce que la question que va se poser pour Poésie Susanna Lindberg et puis ceux qui vont travailler avec elle, ça sera aussi la question de la traduction. Je vous lis juste 1 ou 2 extraits de ce recueil. « J'oublie ton nom, ainsi je peux t'appeler, avant qu'il ne vienne un nom. Sans nom, tu serais lumière, la lampe du vestibule, celle dont je me fais le sujet. Et comme toute traduction est évidemment le produit d'un choix, Susanna m'a dit, mais qu'elle aurait, elle, pour sa part, ce qui n'invalide aucunement la qualité de la traduction finlandaise que je viens de vous lire, de toute façon, je ne suis pas compétente pour juger, selon Susanna Lindberg, elle aurait traduit de façon beaucoup plus littérale la lampe du vestibule, celle
que je change tout le temps, et non pas celle dont je me fais le sujet. Hein. Et puis, je vous lis juste le deuxième poème. La mort ou la répétition de tout autre grand mot dans des langues étrangères, indépendamment de la zone linguistique, peut mettre le sujet locuteur dans une situation où ces mots vont atteindre une dimension magique, comme s'ils avaient effleuré l'au-delà des choses. On est évidemment ici à l'articulation du poème et de la réflexion philosophique sur la matière du langage. Eh bien, Susanna me dit qu'elle aurait traduit, non pas comme s'ils avaient effleuré l'au-delà des choses, mais comme s'ils avaient dit davantage. Donc, ce dossier comportera aussi une réflexion manifeste, une réflexion philologique sur la question du traduire face à une langue telle que le finlandais. Et puis pour les deux autres poètes pressentis, Reetta Pekkanen est née en 1985, elle vit à Tampere, elle fait beaucoup de performances poétiques. Quant à Tsukka Pietarinen, né en 1996, donc un jeune poète, il habite à Helsinki, il écrit de la poésie, mais c'est aussi quelqu'un qui a étudié l'esthétique et la philosophie. Voilà, pour le moment c'est à l'état de promesse et j'espère vraiment que ce dossier va avancer. Juste un mot sur le travail personnel que je mène en ce moment. Michel évoquait tout à l'heure un titre pris à Lyon-Lois qui m'a fait sourire, hein, le salut par les Juifs. Il se trouve que pour ma part, je travaille sur ce que j'appellerais volontiers la question juive de Maurice Blanchot. Non pas du tout dans un esprit polémique, il y a eu suffisamment de livres à présent qui ont, de façon souvent vengeresse et parfois excessive à mon avis, qui ont voulu démasquer un Blanchot antisémite, un Blanchot d'extrême droite, un Blanchot d'avant Blanchot. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce livre que je suis en train d'écrire, c'est le bouger. Essayer de déterminer ce qui bouge chez le Blanchot d'avant, chez le Blanchot des années 30, la façon dont ce jeune écrivain, effectivement lié à une avant-garde d'obédience maurassienne, eh bien, comment il va progressivement se déplacer, comment dès 1938, on ne trouve plus chez lui le moindre texte antisémite, même s'il continue d'écrire pendant la guerre dans le journal des débats, qui est un journal pétainiste. Et l'hypothèse que j'essaye de travailler, c'est qu'il me semble que c'est par la littérature, par un certain rapport à la littérature comme puissance d'étrangement, qu'il opère quelque chose que je ne peux appeler qu'une forme de dégagement. Non pas un engagement, mais un dégagement par la littérature. Voilà. Merci. Alors la parole est à Eddy Cadour. Oui, au fond, ce que j'aime bien dans la revue, c'est qu'elle n'est justement pas une revue au sens étymologique du terme. Nous ne nous préoccupons pas de faire la recension des parutions récentes. Nous agissons soit par intention de faire un numéro thématique. Alors ce numéro thématique peut parfois, lorsque c'est Martin qui s'en charge, devenir un double numéro double sur la poésie italienne, ou devenir également sur l'Europe une masse assez considérable. Ou bien nous faisons aussi des numéros standards. Et j'aime bien également la façon dont nous faisons les numéros standards, parce qu'on les fait avec souvent ce qui nous est arrivé. Et on a l'habitude de se dire qu'on pourrait, avec ce qui nous arrive, faire 2-3 numéros. Et simplement, les éditions Belin nous demandent quand même de nous en tenir à un certain volume de pagination. Et nous sommes obligés de choisir. Oui. J'aime bien la revue parce que c'est la seule dans laquelle, au fond, on puisse, par exemple, faire une étude extrêmement fouillée des Dichterliebe qui mêlent à la fois musicologie et analyse textuelle,
ou bien faire un numéro sur une parution sur Hölderlin, parce qu'il s'est trouvé qu'à un moment donné, on a trouvé un texte de Hölderlin, de Auerbach sur Hölderlin et l'idéalisme allemand. C'est, je crois, la seule revue en France qui ait ce genre d'audace. Elle est à la fois revue de poésie, de poétique, de philosophie et de philologie. La philologie étant une des dimensions auxquelles nous tenons beaucoup. Sur les prochaines parutions, ils vont le découvrir au moment où j'en parle. Je compte proposer à mes petites camarades et mes petits camarades des poèmes de d'Urs Grünbein, que nous avons été la première revue française naguère à présenter déjà. Il commence à être un peu plus connu en France. Et peut-être également sur les indications de Martin, un grand article de Spitzer, peut-être sur Mörike, avec une polémique liée à cette parution de Spitzer, une espèce de discussion polémique entre Spitzer justement et Heidegger. Voilà, ça c'est pour les... Et pour le travail personnel, je dois confesser à voix basse que je suis un traître et que je me spécialise un peu depuis quelques années, dans le roman. Mais au fond, on m'en a pas non plus trop voulu. On continue à m'accepter en bout de table. Et au fond, je m'y trouve très bien. Voilà. Merci. Je suis scandalisé par ce qu'il vient de dire. Il dit, vous voulez pas être un peu plus long, ça. Allez-y, on a le temps. Développé sur le roman, alors parce que j'ai trouvé dans l'Antiquité romaine, vers la fin du 1er siècle, une histoire, vous savez, ce genre de choses dont on peut se dire c'est pas possible et ça s'invente pas. Et quand on peut se dire ces deux choses contradictoires d'un élément, d'un sujet, on sait qu'on tient quelque chose comme une pierre intéressante à travailler. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience et du désespoir, mais on arrivera sans doute à quelque chose avec du temps et du travail acharné. Voilà. J'ai trouvé dans la correspondance de Pline une histoire de procès, dont on dirait vulgairement un procès corne-cul, c'est-à-dire qu'il y avait un gouverneur en Bétique, l'actuelle Andalousie, qui était un prévaricateur assez impressionnant, et la province avait porté plainte contre son gouverneur, et elle avait réussi à le faire condamner au Sénat. Et les deux sénateurs avocats donc, qui avaient plaidé sa cause étaient un personnage qui s'appelle Herennius Senecio, et l'autre était Pline le Jeune. Et ils ont obtenu, disons en gros en première instance, bien que ce soit un anachronisme de parler comme ça, ils ont obtenu en première instance la condamnation de Baebius Massa pour prévarication. Et puis Senecio, le collègue de Pline le Jeune, lui dit « Bon, on a gagné en première instance, maintenant il faut poursuivre. On va exiger que les biens de Massa soient mis sous séquestre auprès des consuls, parce que sinon ça va se diluer et plus personne n'en entendra parler. » Et Pline le Jeune et Tacite, qui est l'ami de Pline le Jeune, disent à Senecio, attention, là, tu sais très bien ce qui va se passer. Massa, c'est quand même un des copains, un des favoris de l'empereur Domitien. Et Domitien, c'est un empereur qui tue. Donc, et Senecio dit non, on y va. Alors, c'est un peu sur cette très brève période c'est de cette très brève période que je me sers un peu comme arrière-plan du roman, qui va s'appeler la Nuit des orateurs, parce que la question est de savoir quelle va être la décision de Domitien. Est-ce que, alors, sur Senecio, vu ce qu'il a, son audace, les choses sont à peu près réglées, sa disparition est en quelque sorte largement annoncée. La question étant de savoir si, en ce qui concerne Pline, il va procéder un peu à un élargissement du champ, et si même il va passer au cercle supplémentaire avec Tacite. Donc cette année 93, et en particulier cette nuit de l'automne 93,
c'est quelque chose à ce moment-là d'assez décisif, sans oublier que Tacite et Pline le Jeune, qui ont dit pique-pendre, évidemment, de Domitien dans les œuvres qu'ils écrivent, la correspondance et les histoires, la correspondance pour Pline, les histoires pour Tacite, sans oublier que l'un et l'autre sont ce qu'on pourrait appeler de très grands commis de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux investis de postes de confiance par l'empereur. Pline le Jeune est en charge de l'Aerarium Militare et de l'Aerarium Saturni, c'est-à-dire en gros la quasi-totalité du trésor, de ce qu'on appellerait le trésor public romain. Et Pline et Tacite est investi d'une charge extrêmement importante pour l'époque, qui est le recensement de la Gaule narbonnaise. Le recensement, ce n'est pas seulement aller compter les gens, hein, c'est en même temps donner un état général des fortunes, des revenus et des superficies agricoles en particulier, et de toute la Gaule narbonnaise, qui est une des plus riches provinces de l'Empire. Voilà. Et donc ces deux personnages, qui sont à la fois très haut placés, sont en même temps en situation assez fragile pour leur lien avec une affaire qui menace, au fond, les intérêts, au moins indirects, de l'empereur. Voilà, donc ça, j'en ai encore pour quelques années. Hein. J'ai commencé il y a 3 ans, j'en ai encore pour 2 ans à peu près. Donc, rendez-vous à la rentrée 2020. Quoi. Voilà. Merci, Eddy. Alors, Guillaume Métayer, la parole est à Guillaume. Merci. Michel, est-ce que le micro fonctionne ? Oui, donc où allons-nous ? Moi, ma réponse est toute simple, en Europe centrale, puisque nous prévoyons cette année un dossier spécial, on peut le dire, c'est pas un secret, c'est peut-être même pas un scoop, un dossier spécial centre-européen, après Trans-Europe Express et après les numéros européens. Nous allons nous concentrer sur cette région de l'Europe et du monde. Pourquoi l'Europe centrale ? Eh bien d'abord, je pense parce qu'il y a un rattrapage nécessaire. C'est une région finalement que nous connaissons assez mal. J'ai eu l'occasion de parler assez récemment dans un colloque de traductologie de la question de la poésie centre-européenne dans l'édition française. Et j'ai été arrivé à des statistiques, j'ai devenu très scientifique. Je crois qu'il doit y avoir 600 ou 650 titres d'une prestigieuse maison d'édition que je ne citerai pas, de poésie, sur laquelle j'avais trouvé un auteur centre-européen sur 650 volumes publiés. Aujourd'hui, cette maison est passée à 2 poètes centre-européens, donc elle a multiplié de X%, je n'arrive plus à compter, 100%, merci. C'est non pas ses ventes, malheureusement, mais ses titres centre-européens. Donc on a vraiment un énorme retard, d'une certaine façon, une ignorance immense concernant cette région, en particulier la poésie de cette région. J'en donnerai 2 exemples d'un domaine que je connais mieux, qui est le domaine hongrois. Assez récemment a été traduit pour la première fois la grande épopée hongroise du XVIIe siècle, qui nous intéresse directement parce que c'est la guerre contre les Turcs, c'est la guerre contre l'Empire ottoman. Donc ça fait quand même un peu partie de l'histoire culturelle hongroise. Pour eux, c'est vraiment une référence. Et elle vient d'être traduite en français pour la première fois après quelques siècles. De mon côté, j'ai traduit récemment un poème héroïque comique de 1843 qui a donné le Hari János de Kodály, que peut-être vous connaissez sans doute, la suite Hari János notamment, mais aussi l'opérette, le Singspiel. Et ça n'avait pas non plus été traduit depuis 1843. Ça a été traduit en Allemagne, en allemand en 1852, quelque chose comme ça, peut-être 60, mais en France, il a fallu attendre 2018. Donc vous imaginez la poésie contemporaine, si elle nous arrive dans un siècle et demi, 2 siècles, 3 siècles, on n'aura vraiment pas connu nos voisins. Et en un sens, c'est une situation de dissymétrie, c'est-à-dire que d'un autre côté, dans cette région de l'Europe, on nous connaît bien, on nous connaît assez bien, on parle nos langues, on nous traduit, etc. Et on est regardé par cette région de l'Europe. Notre ignorance est regardée. Ils regardent notre ignorance. Et on ne peut pas ne pas penser qu'un certain ressentiment ne puisse pas naître aussi de cette dissymétrie. Certains utilisent le terme de colonial à propos de cette dissymétrie. Donc d'abord une question de rattrapage, mais ensuite aussi parce que probablement, ce qu'il faut aller chercher en Europe centrale, ce n'est pas comme au XIXe siècle des nations, justement. On ne pourrait pas tomber dans le piège de leur appel
du pied à une lutte, une concurrence, non pas victimaire, mais souvent d'ailleurs assez victimaire, mais une concurrence des nationalités, hein, comme au XIXe siècle. Mais il faut peut-être utiliser aussi cette région dans son morcellement comme un regard sur le monde en général. C'est-à-dire que le monde arrive notamment aux petites nations, entre guillemets, comme le dit, pour reprendre une expression du sociologue hongrois István Bibo, le monde arrive aux petites nations différemment de la façon dont il nous arrive à nous, nations moyennes. Et peut-être qu'il arrive aux petites nations de manière plus intéressante aujourd'hui, dans cette mondialisation actuelle, qu'il nous arrive à nous, qui sommes peut-être justement dans une espèce de problème de proportion. Donc, il y a une dissymétrie d'un côté, peut-être une disproportion de l'autre. Peut-être qu'ils sont plus proches du monde en n'étant pas dans cet entre-deux, je dirais un peu bâtard, dans lequel les anciennes grandes nations, comme la France notamment, se trouvent peut-être un petit peu piégées. Peut-être que ce n'est pas le cas de l'Angleterre, peut-être que ce n'est pas le cas des nations dont la langue, fût sous la forme du globish, c'est mieux développé que la nôtre dans le monde, mais à mon avis, il y a des choses, il y a un regard à aller chercher là-bas, hein, surtout pour ne pas tomber non plus, bien sûr, dans le piège d'une espèce de marché des identités qui serait ce que voudraient aussi parfois nous proposer ces pays. Et donc, évidemment, troisième point, il faut 3 points, je crois, hein, c'est ça. Troisième point, c'est évidemment une veille que l'on fait. C'est une vigilance par rapport aussi à ce que nous apporte, de point de vue politique, cette région. On en parlait avec Peter Sandy récemment. Peter disait que c'était une sorte de chiasme pour lui, c'est-à-dire qu'autrefois, étant hongrois d'origine, autrefois, il regardait en France ce qui pouvait advenir en Hongrie. Maintenant, on se demande parfois si ce n'est pas dans l'autre sens qu'il faut regarder. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt quand même à être un peu plus attentif à cette sociogéographie pour peut-être projeter un peu différemment un sens de l'histoire sur la carte par rapport aux habitudes que l'on avait jusqu'alors. Alors, pour clore sur des projets personnels, j'en ai 2 en ce moment. Le premier, c'est de terminer la semaine prochaine la traduction et l'édition intégrale des poèmes de Nietzsche. Voilà, donc c'est un sacré travail parce que malheureusement, les éditions sont défectueuses. Donc c'est un travail de philologue aussi. Donc ça va tout à fait avec ce qu'on disait sur la revue. Il faut mettre des notes au texte allemand établi par les Allemands en expliquant pourquoi c'est pas de l'allemand. C'est très gratifiant, je veux dire, pour un petit Français du Xe arrondissement. Et le deuxième point, en dehors de l'Europe centrale, c'est que je m'intéresse à un cadavre. Je m'intéresse au cadavre d'Anatole France. Je sais que je ne suis pas le seul, que Jacques Roubaud a écrit un poème dans la revue sur ce thème. Donc là, c'est dans une perspective de valeur littéraire. Comment un écrivain qui a été célébré comme le plus grand écrivain de tous les temps, quand on lit la presse de l'époque, c'est le plus grand écrivain français de tous les temps, comment est-ce que d'un seul coup, il disparaît, voilà, de cadavre dans le placard. Guillaume, est-ce que vous pourriez dire un tout petit peu plus sur quelques éléments sur le dossier, le numéro. Alors, on évente un peu le numéro. Donc, bien sûr, alors, quelques détails. Eh bien, on va essayer de faire dialoguer, de rendre active, continuer à rendre active l'Esperluette, donc poésie, philosophie, politique. En essayant de ne laisser de côté personne. Bon, c'est difficile. Et donc, j'ai pas mal de têtes chercheuses, si je puis dire, dans les différentes langues, notamment. Hein. Pour le hongrois, ça va, je me débrouille. Mais même là, on peut en avoir besoin. Pour nous avons des poètes slovaques, par exemple. Je vois Sylvia Majerska dans la salle. Des poètes contemporains slovaques. Nous avons déjà un numéro qui se dessine, avec aussi du cinéma probablement, des études cinématographiques, parce que quand même on a aussi Béla Tarr, par exemple, entre autres, ou Pavel Pawlikowski. On a pas mal de cinéastes qui sont un peu plus suivis peut-être que les poètes. Voilà, donc je ne sais pas, non, je ne veux pas dérouler un sommaire. J'ai toujours du mal à annoncer des choses. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, vous m'avez entendu tout à l'heure, Michel. Voilà. Si vous avez des questions tout à l'heure, je vous dirai si j'ai oublié vos poètes préférés. D'accord. Merci Guillaume. Alors Tiphaine, allez-y, cher Tiphaine.
Bonjour. Alors, je ne me suis pas du tout concertée avec Guillaume, mais j'ai décidé d'apporter un poème que j'ai traduit du polonais. Alors, voilà, je vais préciser ce que je veux dire par là, parce que je ne parle pas le polonais. Donc, je ne l'ai pas traduit directement du polonais, je l'ai traduit indirectement du polonais. Alors, ça va me permettre de dire 2 mots sur 2 choses qui ont déjà été évoquées et qui me paraissent résumer le travail de la revue. C'est la question du choix et la question des passages, des relais, des intermédiaires, de ce qui fait qu'on peut faire une revue collectivement au-delà du cercle que nous formons. Donc sur la question du choix, je voudrais dire juste un mot du travail collectif assez curieux et auquel je suis très attachée, qui est lorsque nous lisons ensemble les poèmes. C'est-à-dire qu'on se passe des liasses et on les lit et on met des croix avec des initiales. Et en fait, on est quand même souvent d'accord. Et je trouve qu'il y a peu de désaccords sur cette question du choix du poème. Et donc, il y a le passage par la lecture à voix haute ou la transmission comme ça collective de ces poèmes. Donc, il y a parfois des discussions, mais finalement, on est vite d'accord sur ce choix. Il y a plus de discussions, par exemple, sur les thématiques, peut-être les orientations, je dirais les grandes orientations, qui sont sans doute peut-être plus idéologiques au fond que le choix du poème, qui est vraiment une expérience à la fois sensorielle et intellectuelle. Et sur celle des intermédiaires, eh bien évidemment, on a beaucoup de chance de compter sur beaucoup d'esprits curieux. Et donc en particulier, j'ai une amie qui est ici, Cécile Dutheil, qui m'a apporté, qui a passé un peu de temps en Pologne ces derniers temps, et qui m'a apporté des poèmes d'une poétesse polonaise, une jeune, assez jeune, disons, elle est née à la fin des années 70, très connue en Pologne, et absolument ignorée ici. Je me suis souvenu que lorsque Szymborska avait eu le prix Nobel, personne ne la connaissait et qu'on ne la connaît guère plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même avec une reconnaissance aussi mondialisée, aussi internationale et aussi importante qu'un prix Nobel, on n'arrive pas à connaître cette poétesse polonaise. Et donc c'est un nom qu'on arrive... La revue Poésie a publié Szymborska, je dirais 2 mois après son prix Nobel. Oui. Non, mais c'est bien sûr, c'est important de se faire le relais de cela, mais encore plus peut-être le relais de ce qui est tout à fait enfoui et ignoré. Et donc je me posais exactement cette question que tu viens de soulever, Guillaume, hein, qui est finalement, c'est quoi être un petit pays, une poésie ignorée? Et donc j'ai décidé, comme il y avait des traductions anglaises de cette poésie, de le traduire de l'anglais. Alors évidemment, ça paraît très imparfait. Mais d'ici, j'ai reçu ces poèmes il y a quelques jours. D'ici, je ne pouvais pas trouver une traductrice ou un traducteur du polonais d'ici aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais les traduire de l'anglais. Alors, ça peut paraître choquant, mais en même temps, je dirais que c'est mieux que rien. Parce que beaucoup de littérature nous est arrivée comme ça. On a parfois des relais à 4 langues pour la traduction d'un certain nombre d'auteurs. J'écoutais l'autre jour un doctorant qui travaillait sur les traductions de Jules Verne en chinois au tout début du XXe siècle. Ça arrive du français à l'anglais, de l'anglais au japonais et du japonais au chinois. Donc on a encore beaucoup plus de relais. Donc ces histoires de relais, elles sont absolument passionnantes. Et je me dis... Aujourd'hui, ça nous paraît choquant parce qu'effectivement, on est dans un monde mondialisé où on peut très facilement trouver une traductrice ou un traducteur du polonais, mais on perd aussi quelque chose qui est ce relais, ce passage de langue à langue, qui, à mon avis, a aussi une portée. Il y a une amitié, il y a un passage, un voisinage comme ça dans les langues, qui fait que la traduction perd sans doute en fidélité littérale, mais gagne en fidélité amicale ou peut-être communautaire, voire européenne. Donc je vais commencer par vous lire la traduction d'un poème qui m'a beaucoup frappée. Bon, c'est une traduction que j'ai faite rapidement, mais c'est un poème qui m'a beaucoup frappée, qui s'appelle « Agence de voyage ». C'est le titre d'ailleurs, « Travel Agency », d'un des recueils qu'elle a publiés en polonais, donc sous un autre titre.
Donc cette poétesse s'appelle Krystyna Dabrowska. Agence de voyage. Je suis une agence de voyage pour les morts. Je leur réserve des vols pour les rêves des vivants. Des célébrités, Héraclite, me réclament de pouvoir rendre visite à un écrivain aimant. Mais le mort le moins connu le fait aussi, tel un fermier de Facilly, voulant conseiller sa femme sur la façon dont nourrir les lapins. Il arrive que plusieurs générations d'une même famille réservent un avion et atterrissent sur le front de leurs derniers descendants. Je fais aussi affaire avec les assassinés qui, en voyage régulier vers les rêves des survivants, collectionnent les points d'un programme de fidélité. Je ne refuse mes services à personne. Je trouve les correspondances les meilleures et je m'en veux quand un jeune amoureux, pour gagner le rêve de son ami, doit faire un transfert par le rêve d'un ronfleur. Ou quand les conditions météo obligent à un atterrissage en urgence et que les morts m'appellent « Fais quelque chose !» Je suis coincée dans le rêve d'un enfant terrifié. De tels incidents sont source d'angoisse et un défi pour moi, avec ma petite affaire et mes grandes ambitions, car bien que je n'ai aucun accès au monde des morts ni aux rêves des autres gens, ils peuvent, grâce à moi, entrer en contact. Voilà, ça beaucoup plus poème, je trouve. Voilà. Et puis, alors, sinon, grâce aussi à d'autres intermédiaires, j'ai reçu un ensemble de traductions d'une poétesse américaine qui s'appelle Jorie Graham, que je vous ai transmis, Michel et Martin. Et donc, qui sont traduits par Patrick Hersan, de l'américain, de l'anglais. Et donc, c'est une poétesse assez connue, Jorie Graham. On l'a déjà publiée dans la revue. Je dois avoir des traductions de qui? Je n'ai pas regardé. On l'a déjà publiée, cette poétesse? Il me semble. Je crois que c'était Claire Malroux. Ah, Claire Malroux. Claire Malroux. Voilà, donc là, ce sont des poèmes. Donc ça, c'est une poétesse qui est née en 1950, qui a publié une quinzaine de recueils, qui a obtenu beaucoup de prix de poésie. Enfin, il y en a beaucoup aussi aux États-Unis. Et donc, qui aussi a pour titre de gloire d'avoir succédé à Seamus Heaney sur un poste de littérature et de poésie anglaise et américaine à l'université de Harvard. Et j'ai été aussi très frappée par ces traductions, que j'ai trouvées très fortes. Et donc, je voulais aussi lire un poème, c'est possible? Parce que c'est un poème qui, pour moi, dit un peu quelque chose du travail lui-même de la traduction ou de la poésie-traduction, et puis qui résonne avec un projet dont je pense Martin va parler, qui est un projet aussi d'un des numéros de l'année 2019 de Poésie, qui est un projet que l'on a eu sur la langue des oiseaux, ou les langues des oiseaux. Donc ce poème-ci voilà, nous transporte à tire-d'aile vers ce numéro dont je pense que tu vas parler. Oui. Bon. Donc il s'appelle Ensuite. Donc je vous lis la traduction de Patrick Hersan. Je suis sous l'arbre. À droite, la rivière dissout un soleil neuf. La transparence même, osseuse et nue, dévoreuse du visible, s'agite dans les flaques de neige fondue, et les pelouses gelées parviennent à contenir le ciel. De cette éternité où nous avons cessé de nous ressembler, où enfin la ressemblance a cessé, comme la rivière, d'importer, où l'attention n'ajoute plus au regard, l'oreille, elle aussi, est enfin rassasiée. Des étourneaux entament leur gamme volubile, tout à gauche, tout d'un coup, invisibles dans l'aubépine, aux branches rabattues, audibles par-ci, puis là-bas, puis encore ailleurs, autrement, invitant chacun à l'introspection et modulant toujours une ouverture en ordre dispersé, mais en voix d'unisson pour l'auditeur, qui ne saurait les regarder, puisqu'ils sont invisibles dans le feuillage. Quoique vibrant de piaillement, dans la syncope par où passent, jaunes, subtiles, délicates, des vérités à peine hors de portée. D'or et trop sombre,
Ouvrage de plume trop épais. En voici deux qui paraissent, fondent en plein vol sur la petite mare de neige fondue, s'ébattent, barbotent, redressent le col, s'ébrouent, s'ébattent encore, reconfigurant par saccades l'ouvrage entier de leur plumage, incorporé. Fracassant le regard empli de cimes et d'azur que faisaient dans l'herbe les deux mares, brisant et agitant le pur ciel réfléchi que nous regardions vivre dans ce sol gancé. Comment cela s'est-il passé ? Quelque chose d'inaudible s'est interrompu, ou bien est retourné d'un autre côté, dont l'accès à ce côté-ci avait cette largeur de ciel enfouie dans le sol verdissant. Nous avons quitté le groupe sans mot dire, nous n'avons pas changé, le temps nous a changé. L'un de nous deux, à ce qu'il semble, est censé dire, par crainte de néant, nous voici. Elle était censée devenir familière, cette terre. Elle devait devenir nôtre, par crainte du néant, ou que l'on se penche pour toucher notre reflet. N'est-ce pas à la profondeur de poindre, de l'accueillir enfin sous la forme que prend l'adieu ? Représentation, mort, penche-toi et regarde, ouverture au flanc rugueux, précision des membres happés dans l'infernale chute, éclate du dedans, si bleu qu'il y a bien un fond, et même, si l'on regarde encore un peu, quelques nuages, et quelque chose qui fait bord, et une extase de l'esprit, et que c'est là justement le sujet du poème, cette vie lointaine. Je la porte en moi, mais je peux la planter dans le sol, si bien qu'il devient impossible de dire que rien soit passé du dedans au dehors. Retour à la question, à toi ou à moi ? L'esprit poursuit le danger, s'approche, voudrait toucher, où le sujet se vide et la guerre. Moralité, préface, ce qui doit être pensé, amour, commence par le monde, qu'il soit assez petit. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir accueillir ces poèmes dans la revue. En fait, vous n'avez pas beaucoup parlé de votre travail hors revue. Ah non, mais j'ai exploité tout mon temps. Comme vous voulez. Alors... Non, mais je peux le faire un peu, hein. Ah, bah, vous pouvez le faire maintenant. Oui. Un petit peu, Oui, oui. quand même. Oui, oui. Non, mais j'avais pas terminé. J'avais peur que vous arrêtiez. Non. je peux continuer, si vous voulez. Mais je ne vais pas parler longtemps de ce que je fais hors de la revue. Disons que j'ai 3 choses en cours, dont certaines sont presque achevées et d'autres en voie d'achèvement. Donc, une petite chose amusante qui est la publication conjointe de 10 traductions différentes et en différentes langues d'un passage de Finnegan's Wake de Joyce. Donc j'ai trouvé, grâce à l'Internet et aux traductions non commercialisées, disons en volume, 7 traductions du même passage de Finnegan's Wake, donc qui est le passage des lavandières, connu sous le nom de Anna Livia Plurabel. Et donc j'ai associé à ces 7 traductions une traduction que j'ai faite moi-même du même passage, et une traduction italienne parce qu'elle est faite par Joyce, et puis une traduction chinoise parce qu'elle a été un événement lors de sa publication en Chine il y a quelques années. Et donc juste un mot pour vous dire ce qui est amusant dans cet ouvrage. C'est évidemment une chose que tout le monde un peu sait, parce qu'on l'a souvent dit ici, mais que j'ai envie de rappeler, qui est que plus un texte semble intraduisible, en fait, plus il est traduisible. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de traduire un texte très difficile à traduire qu'un texte apparemment facile à traduire. Et l'autre chose, c'est que cette facilité, finalement, de cette traduisibilité du texte intraduisible, elle vient du fait que... voilà, ce que dit le poème que je viens de lire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressemblance. Et lorsqu'on confronte des traductions d'un même texte, la plupart du temps, on est sur le registre du thème et variation. C'est vraiment une expérience très musicale, où on a un thème et puis des variations autour du même thème. Et donc, il y a tout ce travail de la ritournelle, de l'air qui revient et qui crée une petite différence dans quelque chose de familier ou qui devient très vite familier, comme un refrain.
alors qu'avec ces textes-là, le texte de Joyce, il n'y a aucune ressemblance, ni évidemment du texte avec la traduction, ni des traductions entre elles. Donc on fait une expérience de la différence radicale, où il y a des passages entiers, vous ne pouvez pas savoir que l'original est le même, puisque là, pour le coup, voilà, c'est une expérience de traduction, non ressemblance, mais traduction éloignement. Donc ça, c'est amusant. Je pourrais parler longtemps de ça, parce que la traduction chinoise, elle est absolument incroyable aussi, parce que je me suis rendu compte en discutant avec des personnes qui m'ont expliqué la traduction, etc. Parce que moi, je suis spécialiste de traduire ou de m'accompagner de traduction de langues que je ne connais pas. Ça m'a été, transmis par Claude, cette obsession. Oui, c'est une maladie. Donc la question était, pour la traductrice, de savoir s'il fallait inventer de nouveaux caractères, c'est-à-dire changer la langue chinoise à la mesure où Joyce change la langue anglaise avec les autres langues. Donc pour le moment, elle se contente de proposer à peu près, avec le jeu des tailles de caractères, 4 ou 5 traductions de chaque mot ou de chaque terme, en recourant aux sonorités de toutes les langues qui sont convoquées dans le texte. Mais c'est une traduction qui est très importante parce que la modernité chinoise, la modernité littéraire chinoise, la modernité au sens où on l'entend, c'est-à-dire un vrai travail politique et poétique sur la langue, eh bien c'est aujourd'hui que ça se pratique. Voilà, il y a une contemporanéité différente du texte de Joyce en Chine aujourd'hui de la modernité qu'il peut avoir pour les Français ou les Anglais. Voilà, ça c'est un petit projet, mais qui est fini. Et puis, je rassemble aussi, sous le titre « Traduction et violence », mes textes sur la traduction, et en particulier celui que j'avais publié dans Poésie, qui s'appelait « La traduction agonique ». Donc, c'est juste un mot pour dire le projet du livre. C'est de réinvestir une part de négativité dans notre pensée de la traduction, qu'on a trop souvent tendance à survaloriser ou à considérer comme une sorte de réponse bienfaisante à la fois à la guerre, à l'incompréhension, etc. Et il me semble que c'est important de rappeler le potentiel de violence, de refus, de fermeture aussi que peut recouvrir la traduction. Et que si on veut en faire un lieu vraiment politique, on a besoin de retrouver cette dimension violente, éventuellement négative, de la traduction. Donc, Michel évoquait Barbara Cassin, elles sont plus d'une langue. Moi, j'ai une conception moins irénique qu'elle de la traduction, même si voilà. Et enfin, je travaille aussi sur un texte plus personnel, qui est parti au départ de la représentation de la mort des chevaux dans les guerres du XXe siècle par la littérature, et qui est devenu un projet général sur les disparitions silencieuses, c'est-à-dire sur toutes les grandes disparitions dont on ne parle pas. Donc ça s'appelle comme ça, disparition silencieuse. Et donc j'en dis pas plus parce que c'est un projet, ça se fait dans l'écriture plus que dans l'information et donc la transmission discursive de ce projet est difficile à faire. Voilà. Merci Tiffaine. Alors la parole est à Claude Mouchard, dit Claude. Vas-y Claude. Micro. Ça peut te servir pour une fois. Bon, tout ce que j'ai entendu, j'aurais envie non pas de répondre, mais d'avoir ça suscite des pensées, effectivement. Eddy, je connais ton travail, je sais pas j'ai pas lu ce que tu fais en ce moment, sinon tu l'as fait au début d'ailleurs. Mais bien entendu, il y a une histoire, je pense que tu en fais partie.
tu vas la faire avancer. La tension entre roman et poésie, ça reste quelque chose d'absolument fondamental, je crois, depuis, je sais pas, par exemple, Hermann Broch, quelque chose comme ça. Hein. On pourrait parler de ça, j'espère qu'on en discutera un jour. Il y aurait quelque chose à faire dans la revue, ou plus à faire dans la revue, sur de pareils sujets. Tiphaine, je m'excuse, j'ai envie de réagir, parce que voilà, ça donne des idées. Hein. Bon. Tiphaine, oui, tu as fait allusion à ça, traduire les langues qu'on ne connaît pas. Moi, ça m'est arrivé, on était ensemble à Paris 8, et je me souviens, il y a de longues années, tout d'un coup, alors que j'avais jamais vu un étudiant coréen, un coréen de ma vie, même pour le dire clairement, tout d'un coup, j'ai eu un vol, on pourrait dire, hein, comme les oiseaux, un vol de coréens dans mes cours. Et simplement, j'ai eu envie de savoir ce qui les intéressait. Je ne les ai pas seulement interrogés sur la raison pour laquelle ils étaient là, mais je leur ai dit qu'est-ce qui vous intéresse dans votre langue, justement. Et on a commencé à travailler comme ça. On peut dire que j'ai fait ça avec des étudiants coréens, japonais, chinois, bien entendu. Et en un sens, ça a changé quelque chose à ma vie. Ça m'a emmené en Chine, ça m'a emmené en Corée, ça m'a emmené au Japon. Enfin, ce sont toutes sortes d'aventures. Traduire des langues qu'on ne connaît pas, quelquefois mal traduire bizarrement, c'est vrai. En t'écoutant, je pensais à une aventure dont je ne connais pas vraiment le détail. Mais vous voyez, une des œuvres musicales les plus centrales, enfin, le mot est dit, le chant de la terre de Mahler. Le chant de la terre de Mahler, dont Shostakovich disait que c'était ça qu'il voulait entendre en dernier, le chant de la terre de Mahler. C'est fait sur des prétendus poèmes chinois qui ont été traduits en allemand, je crois, à partir du français. Et je crois que c'est plus ou moins une traduction de Judith Gautier, la fille de Théophile Gautier. Enfin, une histoire invraisemblable de traduction foutue n'importe comment, et ça devient une des œuvres musicales absolument centrales du XXe siècle. Donc il y a effectivement des aventures de traduction qui sont passionnantes à suivre, qui sont presque romanesques, pourrait-on dire. Michel, dans un texte qui n'est pas encore publié, que j'ai lu, tout récent, donc ces derniers jours, à un moment, tu évoques la question des mises en scène modernisantes, hein, avec beaucoup d'agacement, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu évoques, par exemple, telle mise en scène de Tartuffe, où on voit Tartuffe en train de sodomiser Elmire, par exemple, bon, etc., etc. Et en même temps, tu évoques, dans ce même texte, tu me diras si je me trompe, mais tu évoques la possibilité, au contraire, d'accepter le différent entre les interprétations, de l'intégrer d'une certaine manière à ce qu'on va présenter. Et par exemple, pour la traduction, j'y reviens, plusieurs traductions possibles présentées en même temps et quelquefois concurrentiellement, voire polémiquement. Je te rejoins aussi là, Tiphaine. Pourquoi pas? On n'a jamais essayé vraiment ça. Mais vraiment, je crois que quelquefois, ça aurait beaucoup de signification. Prenez par exemple les traductions un des poèmes les plus célèbres pour nous aujourd'hui du XXe siècle. En Europe, c'est Todesfuge de Paul Celan. Il y a eu combien de traductions de Todesfuge? Voilà. Combien de lectures de Todesfuge? C'est vrai que ça aurait un intérêt, ça aurait un sens. Ça nous révélerait des espaces dans lesquels on se meut que de déployer l'ensemble de ces traductions. Voilà. J'avais quelque chose à dire. Justement, ce que tu disais, Gisèle, hein, le « j'aurais fait autrement hein, ». C'est ça que tu as dit aussi. À toi, tu as traduit comme ça, mais moi, j'aurais fait autrement. Oui, ce « j'aurais fait autrement », moi, quelquefois, il m'arrive de me le dire à moi-même. Je deviens plusieurs aussi. Je relis une traduction que j'ai faite, je me dis « ah, j'aurais fait autrement maintenant », etc. Donc, ça a une puissance, ben oui, de dispersion, mais révélatrice, ancrée dans la réalité, pas simplement des insuffisances de tel ou tel. C'est notre travail, on est tout à fait avec ce qu'on a entendu là, dans le travail de la revue. Je crois qu'on peut aller plus loin dans ces directions-là. Donc, moi, je voudrais revenir sur le fait que des numéros qui ont été faits devraient continuer à exiger de nous davantage. C'est-à-dire, pour moi, au moins un certain nombre de numéros, je ne peux pas prendre tous les numéros, il y en a tout de même 160 et quelques, mais certains numéros, en particulier ceux sur lesquels j'ai travaillé, je dois le dire, me laissent un sentiment, non pas exactement d'insatisfaction,
mais me laisse l'impression d'une demande. Il faudrait faire davantage. Je prends, et c'est ce que je veux dire est tout à fait évident, dès l'instant qu'il s'agit de 2 numéros Afrique. J'y reviens, pardonnez-moi, je suis vraiment là accroché à ça et je ne lâcherai pas. Ces 2 numéros Afrique qui ont été faits grâce à cette revue. Et c'est pour ces 2 numéros qui ont demandé tout de même, je ne sais pas, 4 ans de travail, pour ces 2 numéros, on avait constitué une sorte d'équipe avec des spécialistes, pour le coup. Et Dieu sait que ça a été fécond. Avec Claire Riffard, avec Pierre Leroux, ils sont venus ici, ils ont parlé ici même. Avec Martin Granel aussi. Voilà, on a travaillé vraiment en équipe très longtemps, et grâce à Geneviève Boufartigue aussi, qui a été très très attentive à tout ce travail, qui nous a suivis, qui nous a aidés à le... Permets-moi de glisser un mot, parce que je voulais le dire au début. Geneviève Boufartigue Oui, c'est vrai. n'a pas pu venir avec nous. Nous le regrettons tous énormément. Voilà, pensons à elle, Oui. sans laquelle la revue, dans son état final, n'aurait pas lieu. Mais oui, c'est ça, l'œil de Geneviève Boufartigue sur ce que nous faisons a été, par exemple pour ces numéros Afrique, a été décisif. On a eu des réunions où le travail s'est fait grâce à elle aussi. Bien. Je dois dire que ces numéros Afrique, eh bien, c'était typiquement, je dirais ça pour beaucoup d'autres numéros, beaucoup d'autres parties de certains numéros de poésie, le désir, en les relisant, de continuer, d'en faire plus, d'aller plus loin, de reprendre autrement. Ça me donne beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de difficultés. Je voudrais aussi dire que ces numéros Afrique aujourd'hui, enfin plutôt, non pas ces numéros Afrique aujourd'hui, mais ce que nous devrions faire après ces numéros Afrique aujourd'hui devrait évidemment impliquer, eh bien, je vais dire là une chose qui est d'une trivialité énorme, mais justement tellement réelle, devrait évidemment impliquer la situation des migrations, la situation de ceux qui se trouvent aujourd'hui, comme vous le savez, je dis des choses que tout le monde sait, mais il faut le redire, il faut faire quelque chose avec ça, il faut que ça devienne aussi notre affaire. Je t'en prie. Non, c'est là que je veux insister au passage sur le site. Parce que, si tu veux, ton idée géniale d'accompagner, d'escorter tout, à cause de la limitation du nombre de pages, il faut abonder, puisque le site est illimité, quand même en ligne, beaucoup de gens lisent en ligne, etc. On ne pourra pas tout mettre dans Non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Oui, encore mieux, mais bien sûr, c'est un des rôles fondamentaux du site, c'est l'avenir pour ça, absolument. Et on peut mettre aussi des documents visuels, des documents audibles, donc bien sûr, absolument. À nous de trouver. On a besoin d'aide aussi, on a besoin de collaboration. Pour les numéros Afrique, j'ai collaboré avec des gens qui n'étaient pas dans la revue, la revue a collaboré avec des gens qui n'étaient pas dans la revue. Par exemple, pour un projet... Je vais reprendre les termes d'un ethnologue, Michel Agier, avec qui j'ai eu plusieurs discussions publiques. L'idée d'une poétique de l'hospitalité, tous ces termes doivent être discutés. Hein, c'est pas comme ça une affirmation dogmatique. Mais la direction interrogative, problématique d'une poétique de l'hospitalité aujourd'hui, je trouve que c'est un des rôles de notre revue papier site. Et encore plus site, tu as raison, j'en suis convaincu. Il faut y aller. Et on a besoin de collaboration, comme pour les 2 numéros Afrique, on a besoin de collaboration supplémentaire, extérieure au comité, etc. Actuellement, je pense à 2 types de collaboration, très simple. J'ai mentionné Michel Agier, auteur de la formule « Une poétique de l'hospitalité ». Eh bien, je crois que travailler avec des ethnologues qui ont sur le terrain l'expérience de déplacement de population, d'exilés, non seulement entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi à l'intérieur de l'Afrique ou dans des pays latino-américains. Tout cela serait un apport précieux. Parce que aussi, ces ethnologues, il y en a un qui est ici, c'est Michel Nepels, je ne sais pas où il est, mais il est là. Michel Nepels, qu'on a déjà publié dans la revue, dont on a publié des poèmes dans la revue. Ces ethnologues, eux, vont vers la poésie aussi. Ils ont besoin de cette ouverture-là aussi. Nous avons donc
l'espoir, moi j'ai l'espoir, qu'on continue à travailler avec eux. On a publié récemment dans la revue Michel Nepels, en tant qu'ethnologue, mais poète, et aussi des textes de Michel Quentins. Je pourrais vous en lire un tout à l'heure si on a 30 secondes. Mais il ne s'appelle pas Michel. Enfin, en tout cas, de Quentins, des poèmes tout à fait remarquables qu'on a publiés dans la revue. Voilà. Donc il y a là un champ qui a une actualité brûlante. Pour mon compte personnel, j'engraine ça sur des pratiques très très effectives, c'est-à-dire de relations effectivement réelles, combien coûteuses, difficiles, je veux dire, humainement, mais combien importantes, avec des migrants. C'est ça aussi notre travail de la revue. Il y a un aspect pratique. Et j'en viens, et je terminerai là-dessus, on est en train de constituer aussi une petite équipe, là, avec Jean-Nicolas Ilouz, avec Théo Bogu, ils sont là, avec Augustin Leroy. On constitue une petite équipe pour travailler aussi autour de certaines situations, à la fois de sortie, je ne dirais pas de migration, mais en tout cas de sortie, par exemple, de l'Afrique, pour travailler ici, et pour travailler aussi ici intellectuellement. C'est-à-dire, la collaboration, ce n'est pas simplement, comme je le connais souvent, l'aide matérielle, les papiers, etc., mais ça doit être aussi le travail intellectuel en commun avec des gens qui sont arrivés et qu'on veut accueillir sur ce point-là et dont on veut recevoir aussi dans cet aspect intellectuel, littéraire, poétique, créatif. Donc, nous avons des situations à inventer. Elles impliquent absolument la revue et le site, parce que ce sont des lieux de publication, des lieux de travail, mais elles impliquent aussi des dispositions très réelles dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. On en est là aujourd'hui. Pour moi, c'est extrêmement important de s'engrainer comme ça sur la réalité en cours. Merci, Claude. Tu as évidemment beaucoup de choses à dire, donc tu auras, après ça, parlera entre nous s'il y a lieu ou avec lui. Alors, Martin, je vais la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par la lecture de quelques vers que Michel Deguy a composés pour le numéro Langage ou langue au pluriel des oiseaux. L'oiseau s'envole, les anges zélés, ailés, annonçaient les cieux. Enarabant gloriam Dei. Maintenant, ce sont eux, uccelli, qui font le ciel au ciel comme sur la terre. Le comparant maître de la poétique de Godofredo Yomi Amunategui, dit Godot, s'écrivait « Como un pájaro ». Pourquoi ? Je disais « l'autre côté des nuages, le pavement d'aucun oiseau, terre est au fond d'une perte qui regorge, l'aucun oiseau malarméen n'anéantit pas l'oiseau, cet albatros que ses ailes empêchent de marcher entre la pesanteur et l'élévation. Corbeau totem du peuple du corbeau, corbeau hitchcockien de Tokyo, rossignol de l'Amazone par couple non-volage, oie migratrice de Nouvelle-Écosse, cigogne nidifiée de Smyrne et d'Éphèse, condor prisonnier à Punta Arenas, faucons aveuglés attendant nos cadavres, colibris paradisiaques, toucans bien designés, mouettes effleurant les requins. Voici donc quelques vers des oiseaux de bonheur que Michel a composés pour le numéro que la revue prépare avec Jacques Demarque sur le langage ou les langues des oiseaux. Je précise, sur le langage et non pas sur les oiseaux, car l'oiseau, ce n'est pas un secret, n'est pas un animal comme un autre. Il chante, il s'entretient, et il défie certains passages et certains partages avec son existence légère, limitrophe et piailleuse. D'Aristote à Lévi-Strauss, des lyriques grecs jusqu'aux poètes contemporains, l'oiseau fascine et défie. Nous devons cette impulsion d'un numéro sur le langage des oiseaux à la fréquentation et à la méditation du livre des poèmes de Demarque, Les Osios, publié chez nous en 2008, et qui a donné naissance à une espèce de poétique aviaire dont certaines et certains se sont inspirés plus ou moins directement.
Et au moment où Demarque est sur le point de publier La vie volatile, qui est comme une suite aux Osios, nous nous sommes tournés tout naturellement vers lui. C'est la question des passeurs, des transmetteurs, des transitions, pour profiter de ces lucioles. Ce numéro rassemble donc, et vous y reconnaîtrez la marque de la revue, des textes de poètes, certains de la tradition et beaucoup d'aujourd'hui, mais aussi des musicologues, des philosophes, des historiens, qui prêtent l'oreille au langage des oiseaux. Comme le dit Marielle Massé dans un texte intitulé « Écoute ce que te dit l'oiseau », écoute ce que te dit l'oiseau parce qu'il me parle, non, il ne parle pas et il te parle encore moins, pas plus que les arbres ou les pierres ne t'adressent leurs convictions. À vrai dire, il ne chante même pas, et elle cite Dominique Méhens, c'est nous qui soupçonnons les oiseaux de chanter, pour eux c'est autre chose, alors quoi ? Alors écoute ce que te dit cet oiseau qui non parle et non chante, mais qui conjugue et qui tombe. Et donc c'est une espèce de pluie d'oiseaux que nous cherchons à faire entendre au moment où la population des oiseaux, ce point est bien connu, se raréfie. Ce chant des oiseaux, nous essayons aussi de l'interroger, et de l'interroger historiquement en partant de celui qui a sans doute le plus contribué à la sémantique philosophique de l'Antiquité, c'est-à-dire Aristote, dans un article absolument passionnant du philosophe Labarrière, consacré... Alors le titre repose sur un jeu de mots qui est assez plaisant. Aristote, André Martinet et Madame Rossignol, puisqu'André Martinet est le fondateur de la théorie de la double articulation. Bon, c'est un jeu de mots qui ne va pas faire rire, j'imagine, la France entière, mais bon, c'est quand même sympathique. Alors la thèse de Labarrière, je la résume. Chez Aristote, la thèse d'une double articulation est envisagée. C'est-à-dire, Aristote dit le langage, c'est bien l'articulation de sons donc de psophos, de souffle, qui renvoie à un découpage sémantique. Il dit donc, pour qu'il y ait langage, il faut qu'il y ait voix, phonée, et puis il précise, mais évidemment, cette phonée, elle doit être enarthros, c'est le mot enarthros, que les grammairiens latins ont repris, articulé. Et il le dit même, il dit métaphantasia, c'est-à-dire qu'il doit être articulé avec des représentations. Mais ce texte, très célèbre, qui a été maintes fois commenté, et sur lequel, par exemple, dans un livre récent, George Agamben, un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», revient de manière très, très profonde. Ce langage, ce texte, cette thèse qu'on trouve à la fois dans le De Anima et puis dans le Herménéade de l'interprétation, en fait, ne dit pas le tout de la pensée d'Aristote sur la question. Parce qu'il arrive, et cette question l'obsède en réalité, il arrive que Aristote dise que les oiseaux, notamment les oiseaux qui ont une large langue, dit-il, communiquent. Tous les oiseaux, dit-il, se servent pour communiquer entre eux, et le terme n'est pas neutre, puisque c'est pros herménéides, donc pour l'herméneutique, des uns des autres, mais certains plus que d'autres, au point qu'il semble y avoir chez certains une instruction des uns vis-à-vis des autres. Et l'oiseau star de la sémantique d'Aristote, c'est le rossignol, qui est qualifié, rien de moins que de dialectikos. Il nous dit le rossignol, c'est un oiseau dialectique, parce qu'il est capable, nous dit-il, d'apprendre tout simplement la langue des rossignols à ses enfants. Et donc le texte de Labarrière essaie de montrer qu'en fait, il y a chez Aristote la possibilité, en dépit des grands textes, et Labarrière dit très justement qu'on a eu tendance dans la tradition à insister sur les textes qui accusaient le partage entre langage humain et langage animal, il y a chez Aristote la possibilité de repérer, disons, une possibilité d'une dialectique du rossignol. Alors à côté de ces textes théoriques, on a aussi accordé une place importante à Saint François et à la prêche aux oiseaux, puisque la Polemica Uccelli, parce qu'évidemment ce texte a informé l'imaginaire pictural, mais aussi musical et poétique de toute une tradition médiévale. Et c'est Sylvain Piron
qui a étudié le rôle de l'alouette. Alors je vous cite juste le début du texte, parce que en fait Piron a profité de la découverte que Dallarin a faite d'une nouvelle vie de Saint François, enfin d'une ancienne vie mais qu'il a découverte de Saint François, qui est celle de Léon, et pour donner à entendre, disons, un témoin plus proche de François que Bonaventure, qui était plus tardif. Le texte commence ainsi: le soir du samedi après vêpres, avant la nuit, où le bienheureux François s'en fut vers le Seigneur, écrit Léon, de nombreux oiseaux que l'on nomme alouettes volaient assez bas et tournoyaient en cercle au-dessus du toit de sa maison, où il gisait, et ces oiseaux chantaient. Et donc, le commentaire que fait Piron, qui est tout à fait magnifique, consiste à essayer de comprendre, au-delà évidemment de la simple dimension légendaire, d'essayer de comprendre, de mettre en place cette relation particulière que François pouvait avoir avec les oiseaux. Alors évidemment, on donne la place à beaucoup de poètes d'oiseaux. Claude s'occupe de Hopkins et de Mallarmé, mais aussi de Keats. Et évidemment, on s'est intéressé au corbeau d'Edgar Poe, qui fait l'objet de plusieurs analyses, à Pascal, à Cummings, et à des poètes contemporains, puisque c'est peut-être l'impulsion de son nom qui l'y a invité, mais enfin Sophie Loiseau nous a donné un très beau poème, Sylvie Nève, évidemment il y a des poèmes de Jacques Demarque, il y a des poèmes de Dominique Méhens, et je crois que ce numéro pourrait contribuer, pas seulement, je le crois, à la dimension que Michel défend avec beaucoup de ferveur dans ses derniers livres, d'une éco-poétique, mais aussi à une réflexion raffinée peut-être sur le rapport entre les animaux et l'expression. Puisque, vous l'aurez compris, le langage des oiseaux interroge la possibilité même de notre expression, et c'est en fait un numéro sur les ressources de la voix et la beauté du chant. Et Claude avait insisté, et il avait raison, pour que soit présent dans ce numéro, soit présente, une réflexion sur la musique, et donc il y aura pas simplement un texte aussi sur Messiaen, mais aussi sur Kirchner et sur Rameau. Voilà donc pour ce qui est de ce numéro, qui devrait être notre prochain, c'est-à-dire que là, celui qui est en train de sortir est le 165-166, et le langage des oiseaux, donc le premier numéro de l'année 2019, le 167, sera le numéro sur le langage des oiseaux. Voilà. Alors si je dois moi aussi dire ce à quoi je travaille, en fait je fais plusieurs choses, comme plusieurs ici. Et sur le front des traductions, donc je suis en train d'achever un nouveau volume d'Italo Calvino, très célèbre, et qui avait été bien traduit. Donc la question de la retraduction, des bonnes traductions, est une question qui nous occupe aussi, c'est les villes invisibles. Et puis, par ailleurs, je dois aussi traduire le nouveau livre de Carlo Ginzburg, l'historien Carlo Ginzburg, qui s'appelle Non di manco, c'est-à-dire néanmoins, et c'est un livre sur Pascal et Machiavel, ou Machiavel et Pascal, avec une très forte analyse de Carl Schmitt. Carl Schmitt reprenant, enfin c'est l'historien Carlo Ginzburg qui a découvert ça, reprenant un développement tout entier de Pascal sur des questions de politique tout à fait importantes. Donc ça c'est sur le front des traductions. Sur le front de la réflexion, j'achève encore un livre sur Rousseau, qui s'appelle Grammaire de Rousseau, et dont la thèse est que beaucoup des points de discussion parmi les spécialistes de Rousseau, parmi les philosophes spécialistes de Rousseau, peuvent trouver un éclairage, me semble-t-il, dans la grammaire de Rousseau, dans la manière dont il utilise, par exemple, les pronoms, mais aussi dont il utilise la double négation, et dont il médite la question du nom propre, puisqu'il suffit de penser à Julie ou la Nouvelle Héloïse pour voir que Julie a 2 prénoms, et que Saint-Preux, son amoureux opiniâtre, c'est son expression, n'en a pas. Saint-Preux n'a pas de prénom. Il n'a ni nom de famille, ni prénom. Voilà. Et comme Rousseau lui-même a changé plusieurs fois de nom, ce point est connu, eh bien, j'ai essayé de réfléchir sur une grammaire de Rousseau. Et puis,
du point de vue du poème. Je suis des poèmes. Donc, paraîtra au printemps un livre qui contient 2 livres de poésie rassemblés, La mer fait peau neuve et Nom de chien, c'est-à-dire un poème sur Actéon. Et je voudrais relier ce que j'ai dit sur les oiseaux à ce que j'ai dit sur Actéon et finir par la lecture d'un poème. En effet, sans même préjuger de leur raison ni de leur valeur, il est difficile aujourd'hui d'établir si les enquêtes des éthologues sur l'empathie animale permettent d'apporter un éclairage neuf à une analytique de la pitié. Les animaux éprouvent-ils de la pitié les uns pour les autres ? Certains de ceux qui définissent les animaux par la sensibilité, c'était le cas de Derrida après Bentham, veulent le croire. Pourtant, tout dans la formulation de cette question, les animaux éprouvent-ils de la pitié les uns pour les autres, fait problème. Du verbe éprouver, puisque dans l'épreuve de la pitié, la sensibilité se dédouble en sensation et en sentiment, à la distribution pronominale fort complexe quand il s'agit des humains et pas moins complexe quand il s'agit des animaux, les uns pour les autres. En d'autres termes, quand bien même on étendrait la définition de la transpassibilité à l'animal, il reste que nous ne pouvons pas ne pas nous demander ce que l'extension du concept fait perdre à son intention. Les animaux suscitent-ils de la pitié en nous ? Et si oui, lesquels ? Faut-il que l'animal ait un regard ou qu'il se meuve pour susciter quelque pitié en nous ? Et si oui, laquelle ? En droit, je le sais bien, ces questions laissent entière celle de savoir si cette pitié peut définir une éthique et au-delà une politique qui nous permettrait de traiter les animaux dignement. Quoi qu'il en soit, une chose paraît établie, les animaux suscitent plus de pitié en nous quand nous nous mettons à supposer, derrière ce que nous interprétons comme leur regard implorant, qu'ils essaient, sinon de nous expliquer qu'ils souffrent, du moins de nous l'indiquer, de nous le suggérer, de nous le dire, sinon de nous le raconter. Donc ce que je crois, c'est qu'une philosophie de l'expression manque pour décrire ce qui se joue dans les scènes où la parole est entravée, où la voix sans articulation est sinon une cause de pitié, du moins une aggravation de l'émotion que cause en nous la douleur animale. La parole empêchée par la douleur ou la pitié hante les scènes de la rhétorique antique. Quand la pitié est née aux entours douloureux de la finitude, la parole empêchée nous traverse, nous pointe, compense évidemment à ce que nous ressentons quand un nouveau-né, blessé, sanglote, sans pouvoir nous dire où ni comment il a mal. C'est à devenir fou. Et il en va de même, évidemment, avec le visage des mourants que tout entrave. Les rhétoriciens nommaient aposiopèse l'arrêt, la suspension de la voix. La pitié qui naît de la voix entravée n'est pas l'effet d'une suppression, le mot n'est pas sur le bout de la langue, il reste à jamais au bord des lèvres. Et ce problème de la pitié au bord des lèvres, c'est ce qui m'a fasciné dans la figure d'Actéon. C'est-à-dire le moment où Actéon voudrait dire qu'il souffre, en fait, vous le savez, il veut appeler ses chiens pour qu'ils le protègent du cerf qu'il est en train de devenir. Évidemment, en faisant ça, il les appelle à le dévorer. Et donc, c'est dans ce... Je ne sais pas si... Peut-être c'est une reconstruction a posteriori, mais en tout cas, c'est ce qui me fascine dans ce mythe. Et donc, je voudrais vous lire le poème final de ce livre sur Actéon, qui est une adresse à un extraordinaire savant qui s'appelle Charles Foster. Charles Foster a écrit un livre merveilleux, Dans la peau d'une bête, Being a Beast, où il littéralise Deleuze, Gilles, et son devenir animal, à force de lectures et d'expériences étranges, d'affûts et d'aguets, de science et de poésie, il devient un blaireau, puis une loutre, un renard et un cerf noble,
une volée de martinets, il patauge et il brame, il contribue à la science du comportement, il nous rapproche des animaux. J'aime son livre, ses audaces d'enfant savant, son côté premier de la classe, ses courages d'adulte et sa grande folie d'homme. Mais Forster écrit à la page 47 de l'édition française, Wittgenstein disait que si un lion pouvait parler, nous ne comprendrions pas un mot de ce qu'il dirait, du fait que le monde d'un lion est complètement différent du nôtre. Il est vrai que c'est ce qu'écrit Wittgenstein dans ses recherches philosophiques. We have no idea what the world looks like, both literally and in a broader sense, to a lion known. Forster conclut, il se trompait, je sais qu'il se trompait. He was wrong, I know he was wrong. Mais Forster, c'est toi qui te trompes, et tu te trompes si tu crois que le poème relaiera ce trafic naïf. Nous ne savons rien de ce qu'un cerf peut vivre, fuir, désirer, aimer, ni ce que c'est que pour une déesse d'avoir peur d'être vue, nue, d'avoir peur de le vouloir, et pour un chien, de déchiqueter son maître. Cela, l'amour le sait un peu. Ni pour un poète de tenter de dire tout cela un soir à la maison de la poésie. Et ce n'est pas ici culte du non-savoir, célébration du fou et des idiots, de la bêtise ou à mort du doggy talk, il n'était pas Mimi, le chien à sa mémère, car nous ne savons pas très bien, Charles, ce que le langage nous fait dire, nous fait être, nous fait. Et crois-moi, Forster, je préfère pour toi que tu n'aies pas la moindre idée de ce que Actéon a ressenti quand il a fait l'appel et qu'on lui a fait la peau, qu'il s'est fait déchiqueter, le cerf sacré pas trop douillé. Tu te trompes, Forster, je sais que tu te trompes. Le poète ne passera pas en force de l'autre côté, car il passe en faiblesse et il n'y a pas d'autre côté. Si c'était comme on le veut aujourd'hui, un parler animal que le poème, pourquoi serions-nous si tristes lorsque nous pensons aux animaux ? Pourquoi être déchirés qu'ils ne nous racontent pas leurs rêves, leurs blagues, leurs premiers amours ? Et pourquoi tenons-nous au miroir sans teint qu'ils nous tendent ? Les animaux sont notre rêve d'une vie d'avant, pas d'une vie d'après, Forster. On ne les rejoindra pas. Et il faudra bien des poèmes pour les sauver de l'oubli et de la destruction de masse. Et à aucun poème, il ne manquera ce refrain que chantait un vieux cerf. Tu vois, je n'ai pas oublié. Merci Martin. Alors bon, maintenant, je propose que discussion, débat, question, soit ici même à cette table, soit avec vous, commence. Donc, geste large du sonneur. C'est à vous. Non, mais juste un petit point pour Tiphaine. Je reviens à Pline. Il y a une très belle lettre de Pline sur la traduction, dans laquelle il distingue vis et figura. Et il dit qu'au fond, le figural, c'est assez facile à traduire, que ce qui est la tâche sans fin, c'est la transposition de la force, de vis. Voilà. C'est juste le petit coda. Je vais ajouter un petit truc aussi comme ça. Non, c'est pas ça. Là, oui, j'aimerais bien, mais que ne le puis-je. Mais non, Guillaume, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux bien, mais publiquement, parce que après tout, c'est peut-être aussi une occasion de partage ou de susciter des collaborations. À propos de ton travail sur l'Europe, les Europes centrales, etc. On parlait de musique. Il était question de musique à plusieurs reprises. Et donc, nous chercherions, chacun à notre manière, dans diverses occasions comme celle de ton travail-là,
nous chercherions à revenir, à réapprocher une fois de plus les confins ou les interactions ou les intrications entre poésie et musique. Ça serait précieux dans cette revue de pouvoir... On n'a jamais été beaucoup dans cette direction, me semble-t-il. Il y aurait vraiment à faire. Alors, je vais reparler un instant de ce compositeur contemporain très âgé, hongrois. Enfin, c'est compliqué d'ailleurs, un peu roumain, un peu hongrois, un peu, etc. C'est Gyuri, moi je l'appelle comme ça parce qu'il s'appelle comme ça, Kurtág. Kurtág, vous voyez, dont je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très très âgé maintenant, mais on vient de créer, il y a peu de mois, il y a 2-3 mois, on vient de créer de lui un opéra à la Scala de Milan, un opéra sur la pièce de Beckett, Fin de partie. Voilà. J'ai entendu cet opéra enregistré sur une clé. C'est tout à fait passionnant. Enfin, Kurtág est un compositeur absolument passionnant, et son rapport, c'est pourquoi ce serait aussi un compositeur pour nous, son rapport au texte, dont bien des œuvres, son rapport à des textes est absolument passionnant. Je pense par exemple à ces fragments de Kafka qu'il a mis en musique. Mais enfin, il y a bien d'autres relations. Et l'opéra Fin de partie, c'est vraiment, je l'ai écouté plusieurs fois, et je me suis replongé pour le coup dans Beckett. Par exemple, j'ai découvert la correspondance de Beckett à l'époque de Fin de partie, je ne l'avais pas lu jusqu'ici, c'est absolument passionnant. Donc cette histoire-là est, me semble-t-il, un événement véritablement poétique, théâtral, musical. On aurait intérêt à y revenir. Je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais ce serait passionnant de pouvoir collaborer là-dessus. Question. Non, je m'attendais, en faisant l'ouverture partiellement sur l'aujourd'hui, dans ma manière catastrophiste et en même temps fabulatoire, et de l'aujourd'hui, janvier 19, avec nous deux exemples un peu étranges. Donc je me suis dit, si personne ne reprend cette affaire, à savoir ce qui nous arrive cette semaine, hier, avant-hier, c'est que j'ai dû glisser quelque chose de politiquement, je ne sais pas, ou de bizarre et d'étrange. Et par conséquent, je dis ça parce qu'au moment où nous en sommes, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu un rebondissement là-dessus, sur cette effrayante. Puis m'a permis ce mauvais jeu de mots de parler de l'an de disgrâce 2019. Voilà, c'est ça que je voulais dire au passage, puisque après tout, on est ici, on est très heureux, on continue notre boulot, c'est fantastique, etc. Claude a dit tout ce qu'il a à dire sur aujourd'hui, etc. Mais donc, je pensais que tu allais dire que tu m'as choqué sur tel point ou quoi. Non. Voilà. Pas les pieds dans le plat. Non, vous comprenez bien que c'est pas du tout pour faire rebondir sur ce que j'ai pu dire, mais c'est parce que j'avais placé ça sous le signe de la jaunisse actuelle. Je m'adresse à vous d'ailleurs. J'ai été frappé. Je ne sais pas si ça rebondit. Oui. Je sais pas si ça rebondit sur ce que vient de dire Michel, mais j'ai été frappé par une chose, par un mot, la poétique de l'immigration. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus par rapport à cette catastrophe de la politique de l'immigration? Oui, de l'immigration. Je ne crois pas, enfin, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas que j'ai employé cette formule. J'ai cité la formule de Michel Agier, qui m'avait frappé, qui reste pour moi problématique, poétique de l'hospitalité. Vous voyez, j'ai parlé d'immigration, mais lui a parlé de poétique de l'hospitalité. Ces mots me font problème, je dois le dire. Même le mot d'hospitalité, par exemple. Je le laisse. Je connais l'hospitalité, je la pratique, je peux vous le garantir. Mais ça reste une question. Maintenant, pourquoi parler dans ces situations, face à ces situations migratoires, en effet, d'une violence incroyable, tout de même que nous connaissons, ou quand on est en situation, dès qu'on le peut, d'accueillir, donc hospitalité. Pourquoi parler de... Et encore une fois, ce mot d'hospitalité, je le mets, même si je le connais vraiment, j'en connais la pratique, je le met en suspens, en interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais j'ai même écrit un texte pour le prochain numéro de Poésie là-dessus. Poétique
Pourquoi parler de politique? C'est pas moi qui l'ai fait, encore une fois, c'est un ethnologue, Agier, spécialiste de situations de migration, etc. Politique, pour moi en tout cas, et dans le cadre peut-être de cette revue, mais pour ma propre pratique, je n'ai pas parlé de mes pratiques ici, dans la relation qui peut s'établir avec qui arrive, se trouve en situation de dénuement, demande accueil, soutien, etc., il peut y avoir une contribution de la part poétique. Ça veut dire que ça peut être très humble. C'est pas de faire des grands poèmes. C'est quelquefois de se mettre face à face ou d'aller côte à côte, de se trouver quelquefois dans des situations où on va chercher des papiers, où on va des situations administratives. Et pourtant, l'attention au langage de l'un et de l'autre, au langage de l'autre, disons le migrant, si vous voulez, mais l'attention suscitée chez le migrant à votre langage, pour moi, ça relève de la pratique, de ce que j'ai appris avec la pratique de la poésie, de la lecture de la poésie, etc. Et je crois que j'ai pu le vérifier, quelquefois en partageant l'expérience d'un migrant pendant 8 années durant, où nous avons été amenés, l'un et l'autre, à agir sur notre propre façon de parler, et très très précisément et très concrètement. Ça contribue, c'est pas la solution du problème, hein, mais c'est notre contribution. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que je réponds à votre question? Tout à fait, merci. Juste pour dire un mot d'un problème d'aujourd'hui et qui rejoint ce que vient de dire Claude, on est confronté à une certaine lutte, enfin, qui est un peu en essoufflement actuellement, liée à l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers à l'université. Donc c'est un sujet qui est assez violent, d'abord parce qu'il a très très peu de résonance dans l'opinion publique, parce que la plupart des gens qui ne sont pas à l'université, qui ne savent pas comment ça se passe, trouvent ça normal. Enfin, voilà. J'entends beaucoup de gens qui se demandent ce que ça va changer concrètement. Et voilà, alors ça change beaucoup, parce qu'effectivement, ça change peut-être pas pour certains diplômes et certaines matières, mais pour les étudiants que nous avons, nous, hors communauté européenne, comme on dit, qui viennent d'Afrique, d'Asie, etc., en littérature, ça va évidemment être... ça va faire baisser drastiquement les effectifs d'étudiants étrangers. Et tout le travail qu'on a fait avec Claude, moi je continue à faire à l'Université de Paris 3, justement, de traduction des littératures étrangères, de tous ces gens qui arrivent, hein, qu'on connaisse ou non la langue, on se débrouille pour faire des espèces de binômes, mais pour essayer de faire exister par leur tradition poétique, par leur production aussi éventuellement, ces voix d'ailleurs, eh bien, voilà, je trouve que j'appellerais ça aussi une poétique, bon, même si toujours un peu délicat, j'aime pas trop utiliser le terme de poétique de la migration, mais en tout cas un travail concret qui peut se faire et qui devrait nous alerter sur le danger que représente ce type de mesures et qui vont passer en fait dans l'indifférence la plus totale si ça n'est déjà fait. Une nourriture terrestre. Alors, je dis ça, j'en reprends allusion à Tiphaine, mais aussi que je dis comme ça. D'où mon petit poème que j'ai été chercher chez Rimbaud, comment se reterrestrer. Autrement dit, l'affaire écologique, c'est une affaire de philosophie et de poésie médiatisée ou mise en relation par ce que j'appelle la poétique. C'est-à-dire qu'il s'agit de la langue et de ce qu'on en fait aujourd'hui encore. Je prends ça extrêmement au sérieux, parce que ce qui se passe peu à peu, c'est une sortie. Je me demande si le film de Godard que je cite parfois, il n'y en a pas qui s'appelle La sortie du langage, je ne sais pas quoi. C'est ça qui est en cours. Donc, ce que j'appelle ici, éco-poétiquement, est un effort qui est un effort de reparler philosophiquement et poétiquement dans la relation
poésie et philosophie en langue vernaculaire, parce qu'au fond, les deux sont des récits, des fables, des mythologies, c'est-à-dire la langue que nous parlons. Et si nous ne parlons plus cette langue, eh bien, on sera sorti d'eux, etc. Voilà. C'est pour ça extrêmement au sérieux. D'où mes petites les deux exemples que j'avais pris de la machine insurpassable et le mensonge. Et puis le deuxième, je ne sais plus. Bon, alors allons-y. Si vous avez encore des questions, allons-y. On n'est pas pressé. Martin ? On peut s'arrêter là, cette question. On peut aussi s'arrêter là. Mais vous êtes sûr que personne a un chien de sa chienne ou un oiseau de son oiseleur? Jacques Robot. Une question à propos du numéro oiseau. Est-ce que les troubadours sont impliqués dans cette histoire? Oui. Parce que quand même, ça les a beaucoup intéressés, cette question. Ils y sont. Ils y sont. Rassurez-vous. Oui. Ils ne manqueront pas. Bon, chers amis, nous vous remercions énormément.